Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Catalogne plutôt. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Top flop, il n'y aura pas de résumé parce que bon, on va pas se mentir, mais ce qu'on a vu à la télévision n'était pas hyper passionnant. C'est-à-dire, très vite les échappées ont été reprises et ensuite on a eu un peloton groupé jusque dans le final. Mais on parlera voilà, de ce qui s'est passé dans ce sprint. Et puis on regardera également l'étape de demain, l'étape numéro 3, arrivée du côté de la Molina. Et on n'aura pas que la Molina au programme, ça sera une journée assez dure qui devrait permettre de faire une première hiérarchie entre les leaders du classement général. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sont sorties. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures dès que les vidéos sont mises en ligne. N'hésitez pas à aller voir la playlist Tour de Catalogne, à aller voir les différentes playlists sur la chaîne également. Et on commence tout de suite donc avec cette étape du côté du Tour de Catalogne. Donc étape numéro 2, une étape qui a été moins passionnante qu'hier, dans des conditions climatiques plus faciles aussi, hein, parce que hier c'était vraiment des torrents de pluie qui étaient tombés sur les coureurs. Là c'était un temps beaucoup plus sec. Sur la course, mais avec un vent qui a parfois créé quelques cassures, quelques bordures, mais rarement des coureurs bien placés se sont fait avoir dans cette journée, mais qui a surtout créé pas mal de nervosité, ce qui a fait que l'échappée n'a jamais pris véritablement beaucoup d'avance aujourd'hui, et qu'elle a été reprise à plus de 70 km de l'arrivée, et elle avait même déjà mis un petit peu de temps avant de sortir. Dans le final, on a eu quelques tentatives d'attaque, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Et on s'est retrouvé avec un peloton groupé pour un sprint. Et un sprint eh bien, qui a été assez particulier, avec une courbe à 125 mètres de l'arrivée. Vous savez que j'aime pas trop ce genre de sprint. Là, heureusement, la ligne d'arrivée était droite et pas dans le virage. Et à ce petit jeu-là, c'est celui qui a pris le virage par l'extérieur qui s'est imposé, et ça veut dire qu'il était vraiment extrêmement fort. Ethan Vernon s'est imposé aujourd'hui devant Matthew Brennan, la Britannique, et en 3, Caden Groves, qui n'a pas réussi à s'imposer aujourd'hui du côté du coureur australien. Premier français Axel Lorox, 4e devant Pavel Bittner. Eh bien, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Ethan Vernon. Ça va faire du bien pour Israël Première Tech, parce qu'ils n'avaient pas forcément pris tant de points que ça sur cette première partie de saison du côté de l'équipe israélienne. Je regarde même, pourtant c'est leur 8e victoire, mais en sachant qu'ils ont gagné au Tour de Taïwan, à Grand Camino avec des Reggie, et sur le Tour du Rwanda, mais autant vous dire qu'il n'y avait aucune victoire sur des épreuves ni Pro Series ni World Tour, hein. On n'était que sur des 2-1 du côté des résultats, donc ce qui n'est pas forcément un niveau extrêmement élevé. Alors certes, on avait eu des Reggie qui avaient été bons, notamment sur Tirreno Adriatico, mais peut-être un début de saison un petit peu plus calme, voilà, que d'habitude du côté de cette équipe. Et puis un Ethan Vernon qu'on attendait enfin percer à ce niveau. Dernière victoire d'Ethan Vernon, c'était l'an dernier. Sur le Great Tour of Ghanzi, où il avait pris 2 victoires en toute fin de saison. Mais c'est vrai que c'est un coureur qu'on attend passer un cap. Et l'an dernier, la saison avait été difficile pour Ethan Vernon. Seulement 40 jours de course, il avait abandonné au moment du Tour d'Italie, et il avait assez peu couru pendant l'été, parce que oui, il avait repris qu'en septembre. La seule course qu'il avait fait pendant l'été, c'était les championnats de Grande-Bretagne du contre-la-montre. Et c'est vrai que Ethan Vernon avait vécu une saison pas exceptionnelle, pas simple de quitter la Soudal Quick-Step, surtout qu'il avait quitté la Soudal Quick-Step avec des gros résultats.
C'est vrai qu'aller chez Israël, c'était aussi au moment où il y avait la fusion, le projet de fusion avec Ineos, pas mal de coureurs étaient partis, hein, Badjoli, Vernon notamment. Eh bien, c'était pas forcément peut-être un choix voulu dans un premier temps du côté d'Ethan Vernon. Et puis, Israël, alors certes, c'était un choix intéressant parce que ça te laissait pas mal de liberté, mais au niveau des trains de sprinters, c'est pas leur spécialité, Israël d'habitude. Et là, ça s'est encore vu parce qu'au final, ils ne sont que deux dans le sprint, Corbin Strong et Ethan Vernon. Corbin Strong a fait un gros travail pour trouver l'ouverture, qui s'est écarté vers l'extérieur, pas de chance, il y avait un pique-nique post-tunnel qui était là, du côté de Corbin Strong, ce qui fait que le pique-nique post-tunnel s'est retrouvé à être obligé de s'écarter vers l'extérieur, mais moi je préfère quand même ces situations-là, avec un poisson pilote où on sait où il va aller, par rapport à d'autres situations où vous avez des plots en plein milieu, je pense notamment à Cholet. Il y a eu encore des coureurs qui ont fait ça, notamment un coureur de la Lotto qui a fait le plot en plein milieu pour s'écarter. Et j'aime pas trop ce genre d'attitude. Mais c'est vrai que Ethan Vernon, sprint extrêmement costaud de sa part pour le Britannique, très puissant sur ce sprint. Je l'avais pas vu faire des sprints comme ça quand il était chez Israël l'an dernier. C'est des sprints de ce niveau-là, ça me rappelle quand il était chez Quick-Step. Donc il a fallu peut-être trouver des réglages peut-être avec son équipe pour se coordonner, peut-être trouver des réglages également en termes de matériel, parce que des fois on a du mal à trouver ses marques avec un vélo, mais là sur le sprint il a été vraiment efficace. Et puis c'est vrai que c'est là où on l'avait découvert, Ethan Vernon, c'était sur un Tour de Catalogne, j'en avais parlé hier après la victoire de Matthew Brennan, et c'est vrai qu'Ethan Vernon, c'est là où on l'avait découvert, chez Quick-Step, à l'époque très jeune, et surtout peu expérimenté au niveau World Tour, et il avait été très efficace sur cette épreuve, et là très content de voir un coureur d'un bon niveau faire un très bon résultat. Donc Ethan Vernon, très belle victoire, et puis en plus par l'extérieur, ça veut dire qu'il avait vraiment beaucoup plus de vitesse que ses adversaires sur un sprint plutôt long. Il est au moins sorti aux 250 mètres avec la courbe. Donc très intéressant quand même ce qu'il a réalisé. Ça va lui donner de la confiance pour les autres épreuves qu'il va faire, notamment le Chal des Prages. Le Grand Prix de l'Escaut, ça sera à son programme le 9 avril prochain. Après ce Tour de Catalogne, parce que sur le Tour de Catalogne, il n'y aura peut-être pas forcément de grosses opportunités encore pour les sprinters. Si je regarde ça rapidement au niveau du profil des étapes, demain non, ça c'est sûr. Ça sera pas le cas également jeudi. Vendredi, si, ça sera sprint vendredi. Il y aura encore une opportunité. Samedi, non. Arrivée en boss. Dimanche non plus avec l'arrivée à Barcelone. Il y aura encore une opportunité. Mais Ethan Vernon a vraiment monté des très très belles choses du côté du coureur de l'Israël. Et puis la coordination avec Corbin Strong a été bonne aussi. Je continue avec Matthew Brennan. Belle deuxième place. Là encore, beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité aujourd'hui. Il n'a pas l'ouverture. Voilà. En gros, il est bloqué aujourd'hui. Il ne trouve pas l'ouverture. Il est un peu gêné par Axel Laurence qui a anticipé son sprint. Alors sur les 50 derniers mètres, une fois que l'ouverture se fait, il arrive à vraiment faire un gros sprint, mais c'est un peu tard du côté de Matthew Brennan. Mais ce qui est intéressant avec ce coureur-là britannique, et bon, ça fait 3 fois que je le dis, grosso modo, j'adore sa lucidité, sa clarté dans des situations pas forcément évidentes pour des jeunes coureurs. Là aujourd'hui, il peut très clairement vouloir forcer le passage et créer une chute et se prendre un carton jaune. Il peut vraiment vouloir faire ça. C'est-à-dire que tu trouves pas l'ouverture, tu trouves pas l'ouverture, tu essayes de forcer, et puis tu tombes, tu te fais une clavicule, ou tu provoques une chute et t'es disqualifié, et tu marques pas de points. Non, lucidité, il trouve pas l'ouverture, et je trouve pas l'ouverture. Et puis il y a peut-être un moment où ça va se débloquer. Si ça se débloque pas, je marque quand même des points au niveau du classement de meilleur sprinter.
Donc je trouve qu'il a vraiment une lucidité et quand même, quand dans une équipe, Sepkus roule pour vous. Alors Sepkus a perdu du temps hier, mais Kruijswijk et Kelderman. Kruijswijk, il n'a pas perdu de temps hier. Il était dans le bon groupe, si je me rappelle bien, où il n'a pas perdu beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on croit en vos chances. Et c'est-à-dire aussi que vous avez un peu marqué vos coéquipiers. C'est-à-dire vos coéquipiers vous font confiance, mais parce qu'ils savent que vous êtes en capacité de faire un résultat face aux meilleurs sprinters. Ça veut dire que dans la tête des coureurs de cette équipe, on a vraiment confiance en lui. Dans le staff, on a vraiment confiance en lui. Et ça va être intéressant à suivre. Ça va être intéressant également de suivre la bagarre avec, pourquoi pas, un Christophe Laporte, qui va être absent également de toute la campagne des classiques à cause d'un virus, mais avec Olaf Koy. Et oui, parce qu'on a deux jeunes coureurs très talentueux qui passent les bosses, qui sprintent bien. Ça va commencer à cogiter un petit peu, je pense, chez Olaf Koy en disant j'ai un petit jeune là qui peut peut-être me piquer la place. Donc il va pas falloir que je sois trop mauvais. Et puis même un Wout van Aert, parce que quand vous avez Olaf Koy et Matthew Brennan derrière, faut pas se rater. Il y a une densité maintenant au niveau du sprint qui est intéressante du côté de la Visma. Donc ça va être sympa à suivre s'il y a des coureurs qui n'ont pas forcément des résultats en adéquation avec leur salaire, par exemple. Troisième, Axel Laurens, 4e place aujourd'hui. Il y a encore, je pense qu'il faut encore que ça travaille mieux du côté d'Ineos. Je pense qu'il y a encore un peu de gap à progresser, même si c'est mieux qu'en tout début de saison. Je trouve dans le travail autour d'Axel Laurens, c'est pas encore parfait dans la manière de lui amener un sprint du côté d'Ineos. Après, Ineos, c'est pas forcément leur spécialité sur les dernières années. Viviani avait pas de train. Ça fait depuis longtemps qu'ils n'ont pas emmené des sprinters. C'est depuis l'époque Boissonhagen, presque qu'ils n'ont pas emmené des sprinters. Ouais, ça fait, j'irais bien, ou l'époque Viviani, la première période Viviani, mais ça fait 6-7 ans que du côté de la Sky Ineos, on n'est pas habitué à emmener des sprints. Et là, ça se sent un petit peu avec Axel Laurens, c'est que c'est pas encore parfait, c'est-à-dire qu'on veut bien faire. On voit que Geraint Thomas essaye de leur donner des repères aux autres coureurs de l'équipe, mais c'est pas forcément leur registre habituel. Et puis on a Egan Bernal qu'il faut protéger chez Ineos, parce que Egan Bernal a été intéressant hier, parce qu'on a Lorenz de Plus également qui a été intéressant hier du côté du classement général, et que forcément il faut protéger ses coureurs également. Donc on a vu Geraint Thomas notamment, Mark Freile également, mais ce ne sont pas des poissons pilotes, donc dans le final il doit se débrouiller seul. Forcément il perd un peu d'énergie, il l'a dit. Quand vous vous débrouillez seul, vous ne pouvez pas totalement gérer votre timing. C'est-à-dire parfois vous êtes obligé de lancer, parce que là il disait il était dans le vent. Donc soit il lance pas, mais en gros de toute manière il fera pas un bon sprint, soit il essaye d'anticiper. Il a essayé d'anticiper, mais on voit bien que sur les 60 derniers mètres, c'était un petit peu compliqué. Du côté d'Axel Laurens, ça fait quand même une 4e place. C'est quand même un résultat intéressant sur un sprint du côté du Français, mais ça montre aussi que du côté de cette formation, il va falloir encore progresser dans le travail pour accompagner Axel Laurens. Et puis je termine rapidement avec William Le Serre, parce que je pense que quand on fait 11e d'un sprint et qu'on est un grimpeur puncher, ça veut dire, je pense que les jambes sont pas mauvaises. Si les jambes sont pas mauvaises, demain, il y a une étape qui est compliquée du côté... On va avoir 2 jours compliqués, mercredi et jeudi. Et ça peut donner peut-être des opportunités à un William Junior Le Serre. Et c'est intéressant aussi pour un Mikel Landa, parce que Le Serre fait partie des équipiers. Et donc, s'il est en forme et qu'il peut protéger plus longtemps Mikel Landa, je pense que le coureur espagnol ne sera pas déçu de cette situation-là. Donc, il faudra voir comment ça se passe pour Le Serre. Mais 11e d'un sprint, je pense que ça veut dire que les jambes sont pas mauvaises, parce que c'est le seul grimpeur qui est dans le top 15. Donc ça montre que il y a quand même eu alors déjà il était bien positionné, mais pour être bien positionné dans un final comme ça, faut être en forme. Puis ça veut dire que
les jambes sont bonnes. Voilà, du côté de Junior, William Junior Le Cerf. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, pardon, j'en ai mis deux aujourd'hui. Je commence avec Pao Mikel. Ouais, c'est pas un super sprint du côté de Pao Mikel. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était un peu trop tôt devant. Pao Mikel, il est bien positionné à 1,5 km, 2 km. Je sais plus, à un moment, on a une image d'hélicoptère. On voit un Cairn Pharma qui est bien positionné, mais on était trop loin de l'arrivée à ce moment-là. Ça manque d'équipier hein, du côté de Pao Mikel, pardon. C'est ce qu'il avait notamment sur la Volta l'an dernier. Mais même sans équipier, Aniolkowski, il fait 8. Alors devant, mais tu vois, tu pouvais faire au moins 4-5 places de mieux. Si tu es dans le top 10, je dis rien. Voilà, du côté de Pao Mikel. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est 13. Il est derrière Aberastouri. On ne peut pas dire que Euskaltel fasse toujours du bon travail. Et puis, pour Aberastouri, c'était presque un peu trop pentu pour lui, parce qu'il y avait quand même 1800 mètres de dénivelé positif. Donc, Pao Mikel, normalement, il passe mieux les bosses qu'Aberastouri, donc le fait qu'il soit derrière, c'est pas forcément rassurant. Et en gros, c'est le dernier sprinter aujourd'hui, à part Govkar, qui est pas un pur sprinter non plus, qui est 18e. C'est pas un très bon résultat pour Pao Mikel. J'ai pas trop vu même Pao Mikel depuis le début d'année, parce qu'on dans les équipes continentales espagnoles, on a beaucoup parlé de Yuri Letao. Ouais, seulement une 9e place hein, au Grand Prix cycliste à Marseillaise. On aurait pu s'attendre à mieux d'un coureur qui avait fait un très bon Tour d'Espagne, donc peut-être un petit peu du mal pour le moment à concrétiser. Lui qui était sur l'étoile de Bessèges et Criquelion, Jean-Pierre Montserrat. Il va pas mal courir en Belgique même dans les prochains mois. Enfin, sur les prochaines courses, la Flèche Brabanson, le Ronde van Limbourg et puis l'Auto Famen Ardennes Classique également au mois de mai. Donc pas mal de courses en Belgique après ce Tour de Catalogne. Mais ouais, là on aurait pu s'attendre à mieux. Voilà, du côté de Pao Mikel. Après, la confirmation, comme je dis toujours, c'est pas toujours évident pour un coureur cycliste. Et puis je termine avec Marijn van den Berg. Alors, pas aidé par la EF parce que la EF a fait un gros travail, mais à 4 bandes de l'arrivée. Un peu à la manière d'Intermarché ou d'Israël à une époque. Après, EF, lancer les sprints, c'est pas leur spécialité du tout. On est loin de quand l'équipe s'appelait Garmin Sharp avec Taylor Farrar, pour ceux qui ont des souvenirs, où il y avait également Peter Stetina, également dans cette formation-là, et on était capable de lancer les sprints correctement. Pour Taylor Farrar, ça fait depuis quelques années où soit ils n'ont pas de sprinter, soit quand ils ont des coureurs rapides, ils n'ont pas forcément les moyens de les placer correctement. Là, c'est vrai que Marijn van den Berg, très clairement, EF fait le boulot beaucoup trop tôt. Après, voilà, dans le peloton, il s'est quand même pas super bien débrouillé. Il se fait un peu enfermer, il se fait un peu bloquer. C'est dommage, voilà, du côté du coureur de la EF. Mais c'est un coureur qui aime être placé dans les premières positions. C'est pas un coureur qui aime frotter derrière dans la boule. Il aime être devant. C'est aussi un coureur vraiment de début de saison. On en avait déjà parlé. C'est un coureur qui est toujours très bon en janvier, en février. Là, c'est vrai qu'en mars, on a peut-être déjà un peu passé une première grosse période de travail du côté de Marijn van den Berg, mais c'est surtout un coureur qui aime être placé par une équipe solide. Et autant vous dire que là, c'était un petit peu compliqué pour Marijn van den Berg sur ce sprint. Mais ça montre aussi que est-ce que Marijn van den Berg ferait pas mieux à un moment de changer d'équipe. Alors certes, il a des libertés aujourd'hui parce que c'est l'un des seuls coureurs qui a une grosse pointe de vitesse chez UF. Ça c'est clair et net. Mais le problème c'est que il n'est pas forcément très bien entouré. Alors il a déjà eu des résultats hein, sur des courses, même sur le Tour de Catalogne l'an dernier, il avait remporté une étape. Il a déjà une quinzaine de résultats, non, 10 victoires pardon, chez les professionnels. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit mieux entouré. Et là, sur des sprints de ce type-là, c'est toujours un petit peu compliqué pour Marijn van den Berg, lui qui a remporté le Trofeo Cesc Salines en début de saison. Toujours très bon hein, du côté de Palma de Majorque. Beaucoup de places d'honneur, parce qu'en gros, il est à 12 jours de course. Seulement 3 fois en dehors du top 10, donc ça c'est plutôt intéressant, notamment 9e à Uitkneusblatt et 7e à Kuurne, mais pas suffisamment bien accompagné
pour faire des meilleurs résultats. Donc c'est dommage du côté du coureur néerlandais parce que là il se retrouve seul très loin alors qu'on voit quand même beaucoup de coureurs de l'AEF, donc peut-être qu'on n'était pas bien en place du côté de la formation américaine, mais qui n'est pas, encore une fois, habitué à lancer des sprints régulièrement ces dernières années. Allez, on regarde tout de suite pour finir cette vidéo les différents classements. Et on commence avec le classement de l'étape. Donc comme vous le voyez, Ethan Vernon, vainqueur de Mans, Matthew Brennan, on va le prononcer à l'anglaise, Caden Groves, Axel Laurence et Pavel Bittner, Dorian Godon 6, Aniolkowski 8, voilà, du côté du Polonais. Du côté du classement général, pas de grand changement. Matthew Brennan toujours leader avec 6 secondes d'avance sur Caden Groves. Del Grosso 3ème devant Enric Mas et Juan Ayuso. C'est lui qui fait la bonne opération du jour, Juan Ayuso, en prenant des secondes de bonification sur le dernier sprint intermédiaire. Ce qui lui permet de se retrouver à égalité avec Enric Mas qui avait fait la même chose hier. Du côté du classement du maillot vert, eh bien c'est Matthew Brennan qui est en tête avec 16 points devant Ethan Vernon, Caden Groves à 10 points. Donc ça reste extrêmement serré en sachant que Yann Castellan par exemple, qui est un baroudeur qui après les échappées est 4ème. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des capacités pour un baroudeur d'aller chercher ce classement. Pour la montagne, Van der Tuuk en tête avec 16 points devant Aparicio, le coureur de la Burgos, et Oriarte qui est 3ème. Le classement du maillot blanc, emmené par Matthew Brennan devant Tibor Del Grosso, Juan Ayuso, Junior Le Serre et Pavel Bittner. Voilà, donc là pas de grand changement. Et puis du côté du classement, pareil, pas de changement. À part voilà, la Picnic qui perd 3 places et la Cara Rural, Intermarché et Jayco qui en gagnent une. L'étape de demain difficile. La montagne avec l'arrivée à la Molina pour une journée qui commencera à Villa de Cans pour le début de journée. 2 sprints intermédiaires quasiment dès le début de journée à Molins de Rey et à Horta d'Avigno. Et puis 4 côtes au programme, une de 3ème catégorie, une de 2ème catégorie, une de 1ère catégorie et une hors catégorie. On commencera au kilomètre 56 avec le col d'Esternales, 13 km 3 à 3,9 de moyenne, col de 2ème catégorie. Pas très pentu, vraiment c'est pas très compliqué, vous voyez hein, le pourcentage moyen à 3,9, c'est pas extrêmement dur. On aura le col de la Bartalola, 7 km à 3,4 de moyenne, ça sera au kilomètre 154 parce que l'étape sera très longue, 219 km au programme, c'est-à-dire qu'on sera encore à quasiment 70 km de l'arrivée. Côte de 3ème catégorie de 7 km à 3,4 de moyenne, sauf qu'il faudra voir quand même qu'on sera pas mal en prise quasiment après la descente de Prades et Luchanes. Donc là ça va être en prise pendant une bonne vingtaine de kilomètres, donc avec du faux plat montant. Et puis surtout ce col de la Batalola, eh bien il s'enchaîne quasiment avec le col de la Crueta. Alors c'est une montée qui est assez connue, assez haute en altitude, 1900 mètres d'altitude, le col de la Crueta. 20 km 300 à 5,1 de moyenne, col de hors catégorie, on va le regarder tout de suite. Bah, vous voyez c'est long, c'est pas forcément extrêmement dur, mais c'est plutôt un col qui est plutôt roulant. Alors même si on a des variations au niveau des pourcentages, il n'y a rien de non plus, on n'est pas à 15% hein, par exemple, mais on a des passages à 8% entre le kilomètre 15 et le kilomètre 16, et puis entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, et entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7. Sinon, on est en dessous hein, de 6,5%. La plupart du temps, ça oscille entre 5-6% sur la montée, mais il y a ces 3 km là. Après, je pense qu'on est trop loin de l'arrivée pour véritablement avoir des grandes différences, mais on aura un écrémage par l'arrière, et puis on terminera par le gros morceau de cette journée, la montée vers la Molina. Une montée de 12 km 200 à 4,4 de moyenne, côte de 1ère catégorie, mais en fait c'est vraiment sur la première partie, sur les 8 premiers kilomètres, où on a de la difficulté. Hop là, voilà le col de la Molina ici, donc vous voyez, hein, c'est même les 6 premiers kilomètres
qui sont durs. On va avoir des passages des passages au-delà de 7% et des pourcentages moyens entre 6,5 et 7,5% en gros. Et puis ensuite derrière c'est plus du faux plat montant de la descente. Donc c'est une montée où c'est assez compliqué de faire des écarts du côté de la Molina parce que ce principe-là d'avoir une première partie de montée plus dure que la fin de montée et on est encore assez tôt dans la course. Ça devrait permettre à un peloton, je pense, du 10, 15, 20 coureurs peut-être, de se bagarrer pour la victoire. Et à ce petit jeu-là, un petit Primož Roglič, normalement, devrait pas être mauvais dans l'affaire, mais sera peut-être bien suivi, ce qui pourrait profiter à un petit Giulio Pellizzari. Et puis se méfier d'un Lenny Martinez également, avec ses qualités de puncher dans ce genre de situation. La météo, elle sera plutôt bonne, avec un grand soleil sur cette journée. Quelques passages nuageux sur la fin d'étape, mais pas de pluie de prévu, avec des températures plutôt bonnes, aux alentours d'une quinzaine de degrés, sauf bien entendu sur les sommets en fin d'étape, bien entendu, plus on va être haut en altitude, plus ça va se rafraîchir, mais on sera au-dessus, largement au-dessus de 5-6 degrés. Par contre, faire attention au vent, on aura un vent de nord, donc il sera de face pendant une grande partie de la journée. Ce qui pourrait aider, encore une fois, ce phénomène d'avoir 15-20 coureurs au sommet de la Molina, parce qu'avec ce vent de face, ça sera quasiment impossible de faire des différences du côté de cette arrivée de l'étape numéro 3. Mais on verra ça demain soir, quand on fera le débrief de cette journée. Demain également, débrief de Pan Tour, voilà, et puis on va essayer de faire le Vendée Globe, le débrief du Vendée Globe qui était prévu lundi, mais j'ai eu des petits soucis lundi, donc on va tenter de le faire mercredi. Demain, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!